votre fidélité sur votre émission Perceptive. Nous sommes là, ici, à l'ONATRA, à l'Office national de transport, de manière à avoir quelques détails sur les enjeux de l'ère, de tout ce qui concerne l'ONATRA. C'est alors, nous avons cherché pour vous un expert de l'intersyndicale de l'ONATRA, M. Raphaël Dieudonné Moukala. Avec lui, on va échanger sur tout ce qui concerne l'ONATRA. Et la grande thématique du jour, nous allons parler sur la relance de l'ONATRA. Est-ce que cette relance est possible ? Est-ce que cette relance sera effective? Et qu'est-ce qui peut remonter la relance de cette entreprise, une grande entreprise de l'État congolais, la première entreprise publique de la République démocratique du Congo? On va avoir ici le détail précis par rapport à plusieurs contrats qui est au sein de cette entreprise publique. On va parler de qu'est-ce qui bloque la relance de l'ONATRA sur toutes ces questions. Vous aurez des réponses, bien sûr, par rapport à vos préoccupations, étant donné que l'ONATRA importe plus tous les citoyens congolais. Alors, nous sommes là de manière à vous éclairer, de manière à vous apporter de l'éclairage dans tout le zone d'ombre où vous vous posez de multiples questions. Cette émission est là pour vous donner des réponses adéquates. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Nous sommes venus auprès de vous aujourd'hui de manière à recueillir quelques données, soit par rapport à tout ce qui concerne l'entreprise, l'ONATRA, l'Office national de transport. Après avoir réalisé une émission avec l'un de vous de l'ONATRA, c'est alors ici nous voulons être éclairés par rapport à tout ce qui a été dit lors de cette émission. Vous, tant que vous êtes expert de l'intersyndicale de l'ONATRA, nous sommes dit de venir aujourd'hui pour parler en long et en large, détailler sur la relance de l'ONATRA. Nous voulons savoir en premier lieu, qu'est-ce qui bloque jusqu'ici la relance de l'Office national de transport? Merci beaucoup madame. Je voudrais essayer de circonscrire les problèmes de l'ONATRA. Okay. Premièrement, l'objet social de l'ONATRA, c'est les transports. L'objet social de l'entreprise, premièrement, c'est les transports. Les transports multimodaux, les transports par voie liquide, notamment avec le bateau, les transports par voie ferrée, avec les trains, les transports routiers. Et puis il y a les chantiers navals, la manutention et la gestion des ports, ainsi que des services connexes. Okay. Mais si vous regardez aujourd'hui, vous avez que la manutention et le transport, l'objet principal du transport n'est plus effectué. Les voies fluviales sont en difficulté. Dans les temps, nous pouvons réaliser 5 bateaux par jour, 5 bateaux qui quittent Kinshasa pour l'intérieur. Aujourd'hui, à peine par an, on réalise un seul voyage, 1 ou 2. Ce qui veut dire que ce trafic est en baisse. Okay. Pourquoi ce trafic est en baisse? À cause du fait qu'on a supprimé, on nous a détourné le trafic des minéraux. Parce que les gros investissements qui avaient été faits en ce temps, c'était pour le transport de minéraux. Le transport de minéraux, vous avez détourné ça depuis quand? Depuis 2016, 2014-2016. On nous a détourné le transport de minéraux qui ne passe plus par la voie nationale. Donc, l'État congolais était tellement organisé, madame. Vous savez... À l'époque, voilà. À l'époque, bien sûr, l'État était très bien organisé. On a construit... Il y a 2 grandes sociétés de transport multimodal. Nous avons la SNCC du côté de l'Est et l'ONATRA de ce côté de l'Ouest. La SNCC transportait les minéraux de l'ex-province de Katanga jusqu'au port d'Ilebo. Là, l'ONATRA prenait les mêmes minéraux. Rupture de charge jusqu'au port ici à Kinshasa, et de Kinshasa, on chargeait dans les wagons pour amener à Matadi et de Matadi sans dernière heure. Mais depuis que la Gécamine a été disséquée en petits morceaux et qu'on en a fait plusieurs sociétés aujourd'hui, que la Gécamine ne gagne presque plus rien, conséquence, ces gens, ces nouveaux concessionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré faire la voie, l'évacuation des minéraux par route et ne plus suivre la voie nationale.
Voilà la première grande difficulté que connaît l'entreprise Onatra. Tous les investissements qui avaient été faits aujourd'hui ne servent plus à rien. Donc, au niveau on parle du côté du transport de minerais, quel autre élément qui a fait à ce que l'Onatra ne puisse plus engager, soit enregistrer beaucoup de recettes qu'auparavant? Non, je voudrais d'abord, ça c'est le début. Je voudrais vous montrer d'abord d'où nous venons. Ce trafic-là qui est rapporté, à l'époque, on en a plus de 90% de ces recettes. Aujourd'hui, a disparu. Nous ne cesserons jamais de les décrire. Maintenant, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Les chemins de fer qui font encore les transports. Nous sommes dans le premier objectif principal des transports. Les chemins de fer qui évacuent les minéraux, qui évacuent les produits de Kinshasa vers Matadi, de Matadi à Kinshasa. Les chemins de fer aujourd'hui est en faillite. On nous a imposé un contrat qu'on appelle RSS d'un privé par les dinosaures de l'ancien régime. RSS, oui. Et ce contrat dans lequel Onatra, qui s'occupe de la maintenance de la voie, de l'entretien, la maintenance de la voie, ce qui coûte trop cher. Ça signifie quoi? Pardon? De cette entreprise que vous parlez, ARS? Bon, ARS, c'est une entreprise qui est venue de l'Afrique du Sud, mais dont les tenants, les véritables commanditaires ou les véritables actionnaires se trouvent être des politiciens de l'ancien régime. Donc, ils sont là, qui se cachaient derrière ces Sud-Africains et qui gagnaient, qui ponctionnaient 80% des recettes, et l'entreprise, on apprend avec 20%. Or, les 20% ne servent à rien. Et sur les rapports, en tenant compte du rapport de l'IGF, sur de toutes les recettes réalisées par cette entreprise. ARSS continue à évoluer. ARSS continue à évoluer, le contrat n'est pas encore clos. Le contrat est encore là, mais les difficultés sont là de telle manière que ça ne peut plus marcher correctement. Avec, bien sûr, les problèmes. Ce contrat évolue du côté des Matadi. Ça opère du côté des Matadi. Des Matadi à Kinshasa. Ils prenaient les produits de Matadi pour Kinshasa. Malheureusement, ce n'est plus le cas parce que la voie de chemin de fer est aujourd'hui en difficulté. C'est à peine il y a 2-3 semaines qu'on a relancé le trafic ferroviaire. Donc, durant l'année 2023, si vous demandez les recettes de chemin de fer, c'est zéro parce qu'il n'y a pas eu de train. Donc, transport comme tel, il n'y a plus rien. Il ne restait plus qu'une seule source de recettes. Cette unique source de recettes, c'est la gestion des ports et la manutention au port de Matadi et au port de Goma. Le port de Matadi. Donc, vous comprenez les difficultés de l'entreprise. Ce n'est pas né, il ne faut pas prendre ça comme tel qu'aujourd'hui on vous dise que non, il y a tel monsieur ou tel groupe de gens. Non, ce n'est pas le cas. Les cas, ça remonte un peu plus loin. Maintenant, les ports de Matadi et les ports de Goma. En 2016, l'État congolais autorise, en l'absence d'une loi portant libéralisation du secteur du port maritime, parce que l'Onatra avait le monopole, on va créer des ports privés. On a créé 9 ports privés. Et ces 9 ports privés... En 2016. En 2016. Et ces 9 ports privés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toute la charge de la Onatra. Ils nous ont raflé le marché. Et l'Onatra ne gagne presque plus rien. Il y a eu une baisse drastique des recettes. Donc, ce qui fait que l'entreprise se trouve aujourd'hui en difficulté. Voilà les causes principales. Ce sont les causes principales de la baisse de trafic de l'Onatra. Et quand tu as baisse de trafic, il y a baisse de recettes, baisse des ressources, ce qui fait qu'il y a des problèmes sociaux qui naissent. C'est alors que l'intersyndicat de l'Onatra a fait de la fermeture de ports privés son cheval de bataille. Depuis, vous avez eu à réclamer auprès du gouvernement qu'il puisse y avoir fermeture de ports privés. Madame, nous sommes dans un pays où il y a des lois. Avant que nous puissions permettre à ceux qui qu'on construise, qu'on érige d'autres ports privés, il fallait premièrement commencer d'abord par libéraliser le secteur. Il n'y a pas une loi portant libéralisation du secteur. Vous prenez l'assurance aujourd'hui, on a fait une loi portant libéralisation du secteur de l'assurance. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées. Donc, dans ce cas précis, dans ce cas-là, il n'y en avait pas. Voilà pourquoi, dès l'entrée, le premier mandat de chef de Sénégal, M. le Président de la République, que nous saluons, parce que celui qui fait aujourd'hui, à ce que cette entreprise aille de l'avant, nous, intersyndicales, nous nous sommes battus, nous sommes mis debout pour dire, nous avons sollicité, obtenu du gouvernement, du chef de l'État, qu'il y ait une fermeture de ports privés. Mais malheureusement,
il y a eu de vautours tout autour. Vous avez parlé des 9 ports privés. Jusque-là, ces 9 ports continuent à... Tous les 9 ports continuent à fonctionner. Il y a même des ports illégaux. Parmi les 9. Donc il y a même des ports clandestins. Ce sont des ports illégaux parce que la maltraitance, qu'il n'y a aucune loi. Et clandestins, du fait qu'ils n'ont même pas d'autorisation de fonctionnement délivré par le ministère des Transports. Mais c'est pas le soutien du gouvernement. Mais c'était des ports gérés par des grands dinosaures de l'ancien régime. Ils sont là. Ils continuent à être là. Ils sont encore là. Et des grandes décisions, 3 grandes décisions du Conseil des ministres ont été prises pour la fermeture immédiate sans délai de ces ports. Le chef de l'État à plusieurs reprises l'a donné cet ordre de manière qu'il y ait fermeture de ces ports privés. Alors le chef de l'État n'a pas pris l'engagement d'avoir ses actionnaires de manière à échanger avec eux, tabler sur une table, tableau sur cette question pour qu'il y ait réellement fermeture de ces ports privés, de manière qu'on puisse laisser l'espace à l'ONATRA de travailler comme il se doit, de manière à maximiser les recettes. Vous avez l'ONATRA, la gestion des ports en ONATRA ou dans le pays est régie par une ordonnance du chef de l'État. À l'époque, c'était le maréchal Mobutu. Donc, tant que cette ordonnance n'a pas été abrogée, tout ce qu'on peut dire, tout ce qui a été fait est illégal. Nous sommes des légalistes, c'est un peu ça. Les chefs d'État prennent des décisions, mais dans l'exécution de ces décisions, les gens profitent de la faiblesse un peu de l'entreprise pour ne pas exécuter, sous prétexte qu'il y aurait une crise sur le plan économique, avec si on ferme tous ces ports-là. Voilà l'unique prétexte qui a été utilisé. Mais ce prétexte va disparaître. Il y a parmi les partenaires de l'ONATRA, un jour nous avons y assisté à une conférence de presse. Il a évoqué un élément en disant que vous manquez de matériel. C'est alors que vous êtes en difficulté par jour de livrer plus de 2000 tonnes, alors que ces ports privés, ils ont une rapidité pour livrer les produits auprès des partenaires. Mais vous, l'ONATRA, si vous livrez trop, c'est 300 à 400 tonnes le jour. Madame, tout cela a été fait sciemment pour ne pas permettre à l'ONATRA d'être compétitif. Nous parlons d'abord de la légalité. Avant d'avoir les fonds, la légalité voudrait que ces ports n'existent pas. Mais ils ont fait, ils ont mis la charrue avant le bœuf. Et maintenant, ils commencent à soutenir ça. Et comme soutien, le prétexte qui est utilisé, l'ONATRA manque de moyens. Mais ce n'est pas vrai. Si on laisse l'entreprise disposer de ses ressources et de ses moyens vis-à-vis des partenaires privés, même partenaires bancaires, nous sommes capables de tout faire. Il suffit qu'on puisse faire un job, un joint venture avec une institution bancaire, tant locale qu'étrangère, nous serons en mesure d'avoir les moyens pour faire face à toute la concurrence. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. C'est pourquoi, à cette période où nous nous trouvons, les chefs de l'État, le gouvernement a pensé à nous mettre en contact avec certains partenaires pour qu'enfin les ports puissent être modernisés, enfin que le chemin de fer soit aussi, pour que le trafic commercial puisse augmenter, afin d'évacuer rapidement tout le trafic et que le prétexte souvent utilisé par les politiques pour dire que l'entreprise n'est pas en mesure de traiter, ce prétexte va disparaître. Voilà. Alors par rapport à la volonté du chef de l'État actuel, le président Félix-Antoine Tshisekedi, vous avez dit qu'il manifeste une bonne volonté de pouvoir moderniser l'ONATRA. Alors où en sommes-nous? Autrefois on parlait d'une créance, vous avez y réclamé plusieurs fois, vous avez entamé de marche, vous êtes allé à la cité de l'Union africaine de manière à rencontrer le chef, de manière à tabler sur cette question que le gouvernement congolais vous doit 207 millions de pouvoir relancer l'ONATRA. Où en sommes-nous? Madame, aujourd'hui tout le monde s'accapare de cette histoire de 207 millions. Quand nous on a commencé, nous l'intersyndical, ce n'était pas un groupe de beaucoup de gens. Donc, il y a même parmi nous, certains de nos collègues qui disaient que nous n'allons jamais réussir. La créance à l'époque, c'était 400 millions. Cette créance-là qui est devenue aujourd'hui 207 millions, c'était 400 millions. On a payé. On n'a jamais payé. On n'a jamais payé, on a commencé à revendiquer. On nous a dit que non, il y a eu à la transformation des entreprises publiques en société commerciale, il y a eu des dettes ont été croisées, c'est-à-dire effacées. Nous avons dit non, on ne peut pas croiser le travail, le fruit des travailleurs.
On a dit non. C'est ainsi que nous avons approché le gouvernement, nous avons écrit des temps, nous avons fait des démarches, on nous a entendu finalement, de 400 millions, on nous a accordé 207 millions, qui est devenu une créance certifiée. Même aujourd'hui, même après notre mort, finalement, l'État devra toujours payer. Mais cette créance aurait été déjà dû être payée. Il y a eu des accords entre l'ONATRA avec la Robank. Malheureusement, l'ancien ministre des Finances s'y est mêlé, il a mis des blocages de telle manière que nous n'avons jamais reçu l'argent. À cette époque-là, nous devions recevoir 150 millions, presque 158 millions de dollars sur les 207. Malheureusement, on n'a pas eu. Maintenant, par la suite, sur les 207 millions, dernièrement, vous avez vu la cérémonie qui a été présidée par le chef de l'État, par le chef de l'État, la remise solennelle de moyens aux retraités, à plus de 1218 de retraités. Il est venu, c'était à l'occasion d'un accord qui devait être versé de 30 millions, mais sur les 30 millions, la banque nous a donné à l'ONATRA 21 millions. Les 9 millions restants jusqu'à aujourd'hui, on continue de réclamer. L'ancien ministre du portefeuille a réclamé pour que nous puissions. Mais il faut noter, nous devons insister là-dessus, c'est le travail des syndicalistes. Le travail des syndicalistes. Même pas l'employeur, du côté de l'employeur, personne n'est donné foi. Ça, la presse reconnaît que plusieurs fois, on a eu à vous assister, vous avez fait de marches de revendication pour réclamer au moins cette créance auprès du gouvernement congolais. Alors, vous avez Madame, on dit que l'échec est orphelin, mais la réussite a beaucoup de parents. Si on avait échoué, beaucoup de gens auraient crié, c'est une faute, ils se sont eux, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, 207, c'est devenu tout le monde. Chacun, sur votre démarche, que ce soit du côté de l'employeur, que ce soit du côté des banques syndicales, même ceux qui n'étaient pas d'accord, aujourd'hui tout le monde s'approprie cette créance. Mais c'est normal. C'est vrai que dans la vie, il faut qu'il y ait des leaders, des gens qui pensent un peu plus que les autres. On a déjà déboursé auprès du gouvernement. Il a pu au moins vous donner 30 millions. 21 millions. Bien 21 millions. Le gouvernement a dit 30 et puis la banque vous a livré 21 millions. Alors, à quoi la suite, à quand plutôt la suite d'une partie sur la même créance vous permettant de... Madame, l'intersyndical qui est dirigé par les camarades Allemand Sassé, avec les camarades Théo Gafus, moi-même y compris, et des Claude Kessolo et Claude Kondo, sans oublier les Fetumba, nous ne ménageons pas de faire des efforts pour que les deuxièmes accords soient payés. Et nous sommes dans ce processus-là. Je crois qu'au retour du chef de l'État de cette mission des États-Unis, un deuxième accord d'une valeur assez importante, d'une hauteur assez importante, pourrait être mise à la disposition de l'entreprise. Si on parle de la relance, nous voyons, on va poursuivre par rapport à cette question, la suite sur la créance que le gouvernement doit à l'ONATRA. Le 21 millions, ça servit à retraiter plus de, vous venez de dire, 1218 agents de l'ONATRA. Alors, le reste de la somme, vous avez profité pour acheter quelques grilles, quelques matériels de manière à pouvoir poursuivre les travaux au port international de Matadi. Madame, je vais vous donner la clé de répartition. Ce sont 10% à servir au social et 30% à servir les sociales. Y compris quoi lorsqu'on parle les salaires ainsi que les décomptes finaux. Et dans le salaire, toujours dans les sociales, il faut penser à la CNSS. Donc la CNSS a eu sa part. On a payé le décompte final et on a payé aussi un mois de salaire. Le reste, ça servit aux investissements. Les 30%, c'était les investissements. Et les investissements sont faits. Je crois, les jours où vous aurez la chance de rencontrer la direction générale, on vous donnera les détails de tout ce qui a été fait avec ce fonds. Voilà, effectivement. Ok. Alors nous parlons toujours de la relance. On était autrefois à Matadi, on a vu la construction d'un parc moderne à conteneurs, et puis on est en train de réhabiliter 2 quais de l'ONATRA parce que vous en avez 10. C'est-à-dire, la direction générale de l'ONATRA n'a pas croisé les mains, indépendamment des projets, du contrat qui existe déjà entre l'État congolais, propriétaire de l'entreprise, avec
le plus gros armateur du monde, MSC, pour prendre les TCM. Mais dans cette logique, la Direction générale de l'ONATRA, avec d'autres partenaires, ont pensé qu'il faut créer un deuxième bac à conteneurs. Et c'est ça qui est en train d'être fait. On a réhabilité les quais 1 et 2. 2 est déjà presque terminé et en exploitation. Les quais 1 bientôt va finir. Et puis on est en train de moderniser le parc à conteneurs. Et vous avez été matadi, vous connaissez la suite, vous voyez comment on est en train de détruire et de construire, d'aménager ces parcs-là. Ce sont des projets qui vont booster encore un peu plus les recettes de l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, dans le commerce international, il n'y aura plus de sachets. Tout sera containerisé. Donc, si on n'est pas en mesure de faire le conteneur, il y aura un problème. Voilà pourquoi il faut envisager. Il faut envisager afin que faire des projections d'avenir, afin que l'entreprise puisse survivre. C'est dans ce sens-là que nous voyons ce qui est en train d'être fait et nous appuyons cela. Mais en dehors de cela, il y a des projets d'aménagement de notre côté moderne qui est confié aux partenaires qatariens avec la firme MSC. Aménagement d'un autre quai moderne, mais qui est confié aux Qatariens. Voilà. Pourquoi on les a confiés? L'ONATRA n'est pas capable de moderniser l'autre quai. Voilà. L'ONATRA est une entreprise de l'État. Prenez l'exemple. Les ports, les chemins de fer, ce sont des gros investissements qui sont de l'apanage du gouvernement propriétaire. Et si le gouvernement trouve qu'il n'a pas assez de moyens, il peut céder cette gestion à un privé qui va venir et après un temps, je crois pas. Un privé nous pose toujours de préjudice, il pose toujours problème. Et ils veulent avoir beaucoup plus. Si on donnait à un privé, il pose toujours de problèmes. Ils voulaient gagner plus que l'État congolais. Vous trouvez que c'est la bonne méthode? À travers le monde d'aujourd'hui, il n'y a que ça. Il n'y a que ce genre de contrat. 80% est... Non. C'est la manière de négocier à l'interne qui pose problème. Okay. Voilà. Mais les contrats de partenariat aujourd'hui, public-privé, ça existe. C'est même une loi, il y a des lois qui existent pour ça. La loi 008, elle a été faite pour cela. Et la loi 007, c'est celle qui dit à l'État s'est dit que l'État va se désengager de toutes les entreprises. Vous venez d'évoquer ici, expert intersyndical, vous venez de dire qu'il y a le port ainsi que le chemin de fer, ce sont de grands générateurs de recettes de l'ONATRA. Alors vous, étant qu'expert intersyndical, qu'est-ce que vous proposerez au gouvernement congolais quand nous parlons de la relance de l'entreprise? Mais nous encourageons les partenariats publics-privés. Les syndicats ne sont pas rétrogrades à ce genre de partenariat. Mais néanmoins que tout cela soit fait dans le sens de protéger les emplois, dans le sens de booster les activités d'entreprise. Et pour qu'au finish, tout cela nous revienne des droits. Après la durée du contrat, ça va revenir à l'entreprise et nous avons vu ça au Cameroun, nous avons vu ça dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est l'airport. Dernièrement, j'ai vu à travers la chaîne de télévision étrangère comment les Camerounais étaient contents de trouver qu'après que les contrats avec le privé soit arrivé à terme, maintenant c'est eux-mêmes qui sont en train de gérer un port moderne avec tous les équipements super modernes. Et c'est un avantage. Si cela c'est fait aussi dans notre pays, mais c'est les modèles, je dis bien les modèles de partenariat qui m'ont fait. Prenez le cas de la GECAMIN. On avait dit qu'on va faire un partenariat qui va être bénéfique au pays, mais cela n'a pas été. Voilà pourquoi nous, en tant que syndicalistes, nous avons ouvert l'œil et les bons. Nous avons dit même aux autorités, ce qui a été fait à Lubumbashi, au Katanga, avec la GECAMIN ne doit pas être fait avec l'ONATRA. Voilà pourquoi nous disons les intérêts d'abord les intérêts nationaux doivent être préservés. Les intérêts nationaux. Tenez, vous avez entendu qu'il y a les ports en eau profonde. Les ports en eau profonde aujourd'hui. Jusque-là, il n'y a pas des avancées. Il y a des avancées, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, il y a la concurrence aujourd'hui. Les autres craignent que s'il y a construction de ce port, on risquerait ici du côté de Matadi que l'ONATRA puisse perdre tous ses partenaires. Alors tous les bateaux peuvent au moins poster là, de l'autre côté de Banana. Madame, dans les ports en eau profonde de Banana, l'ONATRA aura 34% de part d'action.
Ok. L'ONATRA aura 34% de part d'action. Et si vous prenez ce qui va être fait, c'est des millions de conteneurs, c'est-à-dire les recettes seront multipliées par 1 million, ce que l'ONATRA devra réaliser. Donc, les gens ne doivent pas avoir peur. L'inquiétude ne peut pas être de leur côté. Au contraire déjà, le DPORD, c'est l'entreprise qui s'occupe de la construction du port en eau profonde, est en partenariat déjà avec l'ONATRA. Pour preuve, notre port de Banana va servir derrière le quai. Là, dans ces cas, le port de Matadi ne sera pas vraiment opérationnel. Le port de Matadi sera toujours opérationnel. Le port de Matadi sera toujours opérationnel. Il y aura toujours ce qui s'est fait actuellement aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est fait? Les bateaux, vous savez, l'inquiétude dans la sous-région, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit l'Angola, tous ont peur à ce que le Congo puisse avoir un port en eau profonde. Parce que tous les trafics dans la sous-région, tous les trafics se fait dans la sous-région, que ce soit au Congo-Brazzaville avec le port de Pointe-Noire, que ce soit en Angola avec le port d'Angola, ces trafics-là a comme destination la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui arrive? Les gros navires arrivent à cause de ces ports et ils déchargent. On prend des petits navires, des petits navires qui font le cabotage entre leur port et notre port de Matadi. Parce que dans les temps, les amis sont là, dans les temps, quand il y avait un dragage formidable du bief maritime, nous voyons des navires de Paquebo venir accoster à Matadi, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, parce qu'il y a des difficultés avec la société elle-même. Donc il y a des problèmes. Mais dans ce cas-là, si on vous appelait, le chef de l'État vous convoque, vous, l'intersyndical de l'ONATRA, et puis on vous pose à vous la question, qu'est-ce que le gouvernement doit faire rapidement pour relancer l'ONATRA? Quelle serait votre réponse? Quels sont les secteurs qu'on doit développer rapidement de manière qu'il y ait une maximisation de recettes? Les premiers secteurs, producteurs de recettes, c'est d'abord les ports. Parce que l'entrée de tous les trafics et la sortie de tous les trafics, c'est les ports. Deuxième secteur, c'est la voie de chemin de fer. Et puisque nous devons servir d'interconnexion avec toutes les autres provinces et les voies fluviales, donc nous devons être en mesure d'amener les produits qui viennent de l'Europe jusqu'à Kisangani, jusqu'à Ilebo, jusqu'à Mandaka, jusqu'à Benedibele, dans tous les coins, à Yuki, n'importe où. Sur les lacs. Oui. Allez-y. À chaque fois que vous réclamez la relance de 207 millions, nous nous posons la question. L'ONATRA est répandu sur 17 provinces. Alors, l'ONATRA peut pas peu à peu aussi gérer ce recette de manière à chercher au moins à développer petit à petit même la voie ferrée. Je vous ai dit que c'est des milliards. Faire une ligne de chemin de fer, c'est des milliards. L'entreprise seul ne peut pas, c'est toujours l'État qui le fait. À travers le monde, c'est toujours l'État qui le fait. Voilà pourquoi aujourd'hui l'État nous a facilité à l'entreprise de faire un partenariat avec une autre société pour l'exploitation du chemin de fer qui va rapporter un peu de moyens. Mais avec ces entrées, l'ONATRA ne peut pas payer ses agents parce qu'à chaque fois que vous recourez, vous faites des réclamations qu'on doit vous payer. Autrefois, vous avez payé des mois, c'était par rapport à la créance. Est-ce que l'ONATRA ne peut pas, par rapport à ces entrées, faire à ce que régulièrement, que ces agents, un peu partout dans la province, puissent être payés? Nous saluons d'abord l'arrivée de son Excellence, de Monsieur le ministre d'État de la Justice. Mais aujourd'hui, la grande mafia qui a été faite aujourd'hui pour saigner les entreprises, ce sont les magistrats, les jugements uniques, les condamnations inutiles. C'est ce qui permet à certains mafieux de prendre la source de l'argent de l'État sans même que les DG puissent, sans même la Cour de la justice journale. Les saisies, attributions, ce qu'on appelle. Donc, ça dit, sur votre compte, on va, même sur votre... Ce sont des réseaux mafieux qui empêchent que l'ONATRA puisse avoir... Mais madame, quand nous devons payer, vous réalisez 5 millions, on vous pompe à la source 2,5 millions de saisies. Il vous reste quoi au juste pour fonctionner? C'est ça la difficulté. Mais il est certes vrai qu'ensemble, avec si nous mettons, tout le monde se met d'accord, et pour canaliser les ressources d'une manière ordonnée, on peut, dans un temps, pas dans les 30 jours, pas dans les 30 jours. Excusez-moi, je sais que certains travailleurs ne seront pas contents, mais il faut dire la vérité. Au-delà de 30 jours ou 45 jours, il peut toujours y avoir une paye. Alors nous allons parler, on voulait savoir ici où en sommes-nous sur les contrats entre l'ONATRA et l'ARSS. Ces contrats-là existent, mais c'est des contrats
après le contrôle d'audit de l'IGF, il a été démontré que cette entreprise doit à l'État congolais des millions d'argent, cette entreprise doit à l'ONATRA de l'argent parce que l'ONATRA n'a rien bénéficié et que même dans ces contrats, les gens qui avaient signé avaient accepté même de payer plus de millions d'argent pour le retour de ces matériels qui ont été utilisés en retour dans leur pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pendant qu'ils donnent l'argent. Donc les administrateurs de cette entreprise RSS, la plupart ont déjà quitté le pays, les matériels étant là, je crois que l'ONATRA va se... Ce n'est plus opérationnel. Le contrat n'est plus opérationnel. L'ONATRA va s'en saisir et puis les utiliser. Nous avons appris que vous êtes du côté de la justice, de manière que la justice puisse trancher sur cette affaire. La justice, je dis, nous saluons, je vous ai dit que nous saluons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Par rapport à ces contrats. Par rapport à tous les contrats. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que celui-là. Je ne peux pas me mettre ici à citer les contrats parce qu'il y a déjà des dossiers au niveau du parquet, mais je vous assure, il y a beaucoup de contrats dans lesquels on a déjà été condamné et pour lesquels on pompe l'argent. Ici, nous saluons le leadership de VPM Jean-Pierre, qui est venu donner un souffle à l'entreprise par la canalisation des ressources pour que, au fait, l'entreprise puisse se relever. Et là, vous l'avez vu avec les partenaires de DP World pour les ports en eau profonde, au cours desquels ça a été confirmé que l'on prendra 34% d'action. Nous avons négocié avec les chefs de l'État. Madame, je voudrais dire une chose. Je voudrais dire une chose très importante. Le chef de l'État n'a pas besoin de négocier avec les travailleurs de l'ONATRA. N'a pas besoin de négocier avec les gens. Mais le chef de l'État est à l'écoute de son peuple. Voilà pourquoi quand nous avons crié, il a entendu, il a dit, appelez ces gens-là pour qu'ils viennent me dire pour qu'est-ce qu'il les reproche à ces contrats. Pour moi, je trouve qu'il est meilleur. Nous l'avons approché, nous avons démontré les faiblesses des contrats. Et le contrat a été amendé. Nous avons amendé et tout le monde a signé le contrat et nous en sommes là dans la phase de la mise en œuvre de ces contrats. Contrairement à ce que les gens pensent, moi je vous dis, madame, permettez, madame, avec la signature du décret portant institution en fonds social, c'est l'ONATRA qui est gagnant. Comment? L'ONATRA sera gagnant. Nous perdons une activité qui nous rapporte 3 millions pour gagner des dépenses de fonds sociaux de plus de 9 millions. Et c'est une perte? Non. Au contraire, c'est une grande victoire pour les travailleurs que nous avons fait. Maintenant, madame, dans cette même lancée, parce qu'il y a un point sur lequel je voulais parler. Madame, on a parlé, aujourd'hui, si vous suivez les réseaux sociaux, on parle plus de la réalité. Dans les ventes de logistique terrestre. La vente de logistique terrestre, c'est de l'argent de l'État. C'est une taxe que l'État a instituée pour pouvoir aider l'entreprise. D'abord, c'est l'argent de l'État. Et les degrés portant institution de la défense de logistique terrestre, dans ces degrés, il est défini des missions. C'est la perception. Il y a la perception et l'affectation des efforts pour des projets de développement. C'est le problème de la perception de fonds se fait dans les frontières et peu partout. Même l'entreprise, on attend pouvait aussi percevoir de l'argent de fonds sociaux. Mais tout doit être remis dans les systèmes sidoniens au niveau de la DGDA, afin que les recettes soient canalisées. Et dans les degrés portant institution mondiale, il est prévu un comité de suivi. Un comité de chargé de suivi. Dans le comité de suivi, il y a des gens, il est prévu que quand les gens travaillent, il y a une petite rétribution. Alors qu'entendre des gens dire que non, il y a des détourneurs, des gens qui se partagent l'argent, c'est une aberration. C'est vraiment une aberration. Nous avons appris que c'est une aberration. La RLT bénéfique aux autorités congolaises et non aux agents de l'ONATRA. Madame, je vais vous dire. Non. Madame, je vais vous dire une chose. La RLT a été instituée en 2012. De 2012 à 2016, quand le DG Oumba Tito, qui est là, qui a quitté l'entreprise, il avait laissé dans les comptes de l'RLT, pour le compte de l'ONATRA, 54 millions de dollars. Dites-vous bien, de 2012 à 2016, 54 millions, ça servait à quoi? À rien du tout. Que les gens ne se trompent, qu'on ne trompe pas les gens à cause de ça. Maintenant après, il y a eu l'épopée du défunt
le ministre, son Excellence Sherbet Okeny, qui est venu, qui a trouvé que les fonds de la réalité pouvaient aussi, à cause de la crise, pouvaient aussi servir à supporter la paye de tous les personnels. Et on a institué ce qu'on appelait la subvention d'équilibre à l'exploitation. Donc chaque mois, on prend une partie, une ponction de cet argent pour payer les salaires de travail. Et si nous sommes régulièrement, souvent, même en retard, souvent payés, c'est avec les fonds de la réalité. Dire que ces fonds ne servent. Donc ça, c'est de la démagogie. Et ce n'est pas normal aussi. Les gens doivent être sincères avec eux-mêmes. Maintenant, après un audit, une mission d'audit qui a été faite, initiée par l'ancien ministre sortant, Jean-Marc Ekila, on a découvert qu'il y avait des banques jouées avec l'argent de l'Onatra, d'argent de la réalité. Cet argent pouvait faire traîner dans une banque sans que cela soit reversé dans les comptes centralisateurs. Il y avait même certaines banques qui ne voulaient même pas... La réalité est gérée par vous-même, les cadres de l'Onatra. La réalité est de l'argent. Et puis il se souvient de vous pour vous donner des Non, je vais vous donner la procédure. Vous donner la procédure. La réalité, c'est l'argent que est collecté pour le compte de l'argent de l'État, collecté pour financer le projet d'investissement et de modernisation des infrastructures de l'Onatra. Mais pour que les fonds sortent, l'Onatra présente ses besoins à l'État et l'État donne l'accord pour de sortir des fonds et c'est signé, c'est souvent signé par, sorti par les directeurs généraux. Mais l'accord est donné par le ministre des Finances avec le ministre de Transport. Donc ce n'est pas de l'argent qui sort comme ça. Dans ces deux ministères, eux aussi s'approprient de ça. Non, ils ne s'approprient pas, madame. Ils prennent leur part et puis ils donnent. Madame, ils ne s'approprient pas. Et on dit des choses, j'ai vu des tableaux qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux où on raconte des histoires. J'ai dit, un travail, quand il est fait, il est rémunéré. Les commissions, même à l'Onatra ici, les DG est témoin, les mêmes membres de la direction générale sont témoins. Il y a des commissions, des travaux en commission. À la fin de ces commissions, les gens, on paye un jeton. Quand on paye un jeton, ce n'est pas un détournement, ce n'est pas un vol. Excusez-moi, nous devons être clairs. Et nous devons avoir la culture du respect des autorités. Chez nous, tout le monde peut se lever le matin, commencer à insulter les chefs de l'État, commencer à insulter le ministre, et ça passe comme ça inaperçu. Comment voulez-vous que nous soyons pris au sérieux par d'autres personnes? Vous vous levez le matin, vous ne regardez même pas la personne que vous voulez citer. Cette personne, si vous regardez son passé, vous savez que c'est quelqu'un qui est issu d'une famille quand même aisée. Vous dites qu'il a détourné, vraiment. Il peut détourner. Je vais vous lire un acte, une note. Et je vais vous dire, vous répétez un peu un extrait de la lettre qui a été faite par le directeur général de l'Onatra. Il a dit, je renonce à mes droits, aux droits, mais conférés par ma qualité de membre. Il a dit, ces droits, mais nous conférés par sa qualité de membre du comité de suivi. Cela vous dit quoi? Ce n'est pas un détournement. C'est un droit qui est donné aux gens qui ont travaillé pour une période donnée, on les donne. Là, c'est autre chose. Mais c'est à cause de la jalousie, de la haine, du fait que tel n'est pas sur la liste, tel autre n'est pas sur la liste. Et ce qui est bizarre, vous savez, madame, c'est acharnement sur seulement la personne des syndicalistes. C'est un acharnement, moi j'appelle ça des acharnements mal placés. Et pourquoi? Pour quelle cause? Pourtant, si vous regardez dans ces tableaux-là, du côté de l'employeur, il y a plusieurs autres cadres de direction de l'Onatra qui sont là, on ne les cite jamais. Il y a eu des gens qui se plaignent aussi. Ils se disent que lorsque le chef de l'État avait convoqué l'intersyndicale, il a voulu que vous puissiez vous associer à ceux de Matadi. Malheureusement, vous les avez contactés en retard. Vous êtes dit, c'est comme si c'était seulement vous qui luttaient ou soit qui défendaient, qui revendiquaient les intérêts des agents. Madame, je vous ai dit depuis le début, c'est l'intersyndicale qui est le partenaire du gouvernement. Ce n'est pas la délégation syndicale. Un délégué syndical qui est à Matadi ou qui est même à Kinshasa, il n'est pas le partenaire de la délégation de Matadi, il est le partenaire du directeur du département de Matadi. Même pas du directeur général. Mais aussi, ils ont permettez, madame. Permettez, s'il vous plaît, madame. Pour de la même entreprise. Non, s'il vous plaît, il faudrait recadrer certaines choses. Les gens, il faut voir le fonctionnement, comment fonctionne la délégation syndicale. La compétence de la délégation syndicale, c'est au sein de l'entreprise, au sein de son département. Et vous revendiquez, donnez à qui des droits. La délégation de Matadi, dès qu'il y a un problème, il doit envoyer au bureau national. C'est le bureau national qui centralise l'ensemble des problèmes des travailleurs pour l'ensemble de
de tous les différents sites dans lesquels sont installés l'ONATRA. Ils voulaient aussi leur avancer auprès du chef de l'État aussi les Madame, ils ont été reçus par Madame la Première ministre Matadi. Pour eux, ça ne s'y faisait pas? Non. Mais pourquoi? Pourquoi doit-il voir le chef d'État? La décision revient au chef de l'État. Non, Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais que cela soit clair. La compétence de la délégation syndicale, c'est dans son rayon d'action. Son rayon d'action, c'est Matadi. Son rayon d'action, c'est Boma. Son rayon d'action, c'est Mbandaka. C'est ça leur compétence. Quand ces diplômes dépassent leurs compétences, ça relève maintenant du bureau national. Il y a un bureau tel que cela est structuré. Et le bureau national, c'est au sein de l'entreprise. Mais quand il s'agit du gouvernement, c'est l'intersyndical. Et l'intersyndical qui a commencé ces problèmes, je vous dis que c'est l'intersyndical qui a milité, qui a commencé à dire. Quand l'intersyndical disait que ce contrat n'est pas bon, les gens de Matadi disaient qu'ils viennent. Ils avaient accepté, ils avaient applaudi la fête de l'entrée, sans débat, sans préalable. De ces gens-là, ils avaient applaudi. Mais quand nous avons dit, nous voyons le risque de perte d'emploi. Et tout cela, c'est nous qui avons... on les avait même appelés à Kinshasa, madame. Excusez-moi, je vais être un peu... Vous avez appelé en retard. Non, suivez. Quand on a dit d'analyser les contrats, mais ces gens ne savaient même pas où commencer, certains d'entre eux ne savaient pas où commencer. Hein. Il y avait 126 pages du contrat. 126. Les contrats eux-mêmes, les annexes, ainsi que les cahiers de charges. Ils ne savaient pas où commencer. Mais il y avait des gens qui avaient déjà réfléchi pour eux. Et ça, c'est important. C'est important. Il a fallu que ceux qui avaient réfléchi avant eux puissent leur dire, voici le travail préparatoire qui a été fait. C'est comme ça que les gens ont commencé un peu à se retrouver. Non, soyons réalistes. Vous voulez rencontrer le chef de l'État, faites vos efforts d'une autre manière. Mais s'il s'agit de la revendication de l'entreprise, c'est le travail de la compétence de l'intersyndical. C'est l'intersyndical dirigé par le camarade Armand Ossassé et avec le camarade Théo Kafis, les doyers, moi-même les doyers, ainsi que le camarade Ediglo de Touba, qui sont compétents pour aller traiter de ces problèmes. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas d'autre personne. Que les gens ne vous trompent pas. Ils étaient venus à Kinshasa, nous avons travaillé dans la commission, avec les VPM de transport. Ils ont signé le PV. Mais au retour de Matadi, ils ont agi d'une autre manière. Ils sont allés jusqu'à même à agresser les partenaires de l'EMC. Vous savez ce que cela veut dire? Un investisseur étranger, il vient dans votre pays, il commence le travail et vous l'agressez. Et toutes ces images... Ils ont dit parce qu'ils n'ont pas respecté les contrats, alors le chef d'État vous a dit... Est-ce que c'est une raison? Si le contrat n'est pas respecté, il faut le foutre dehors. Madame, le contrat a été respecté. Le contrat, il y a certains préalables qui ne concernent pas les banques syndicales, qui concernent l'employeur. Les parts d'actionnariat, ce n'est pas de la compétence de la délégation syndicale. C'est de la compétence du gouvernement de la République, de la direction de l'entreprise et des partenaires. Ce n'est pas nous, en tant que partenaires sociaux, ce que nous recherchions, nous, c'était la signature du décret portant institution du Fonds social. Pourquoi? Parce que cela va permettre à ce que chaque mois, le travailleur ait son salaire. Et à chaque sortie de retraite d'un agent, qu'il ait sur le compte final. C'est ça les droits des travailleurs. Les autres considérations. Vous savez, nous avons, à Matadi, il y a des gens qui ont des intérêts dans les ports privés. Des gens de l'ONATRA, et même parmi les syndicalistes, qui ont des intérêts dans les ports privés. Comment ça? Ils ne veulent pas que justement, parce que les ports privés savent qu'avec la modernisation du port de Matadi, ils vont perdre. Ils n'auront plus de clients. Qui va encore aller chez eux? Donc, ils vont fermer sans qu'il y ait une décision, malgré qu'il y ait une décision, sans que la justice vienne d'abord, ils vont fermer d'eux-mêmes. Alors, ils ont poussé les travailleurs. Les délégués syndicaux, certains travailleurs étaient manipulés. Ils étaient manipulés. Et ça, c'est regrettable pour nous. Et on ne doit pas faire des choses pareilles. Les chefs de l'État vous disent c'est un bon partenariat. Vous acceptez et vous arrivez, vous faites autre chose et vous demandez aujourd'hui à voir les chefs de l'État. C'est un crime de lèse-majesté, madame. C'est un crime de lèse-majesté. Je pense que c'est regrettable. Mais si réellement aujourd'hui on mettait une commission d'enquête sur place, beaucoup de gens seraient arrêtés. Ce n'est pas notre souhait et nous sommes là pour les protéger. Je pense que s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, là où ils se trouvent, ils doivent se taire. Parce qu'en rencontrant madame, la première ministre du gouvernement, on leur a dit, ces contrats continuent. Il n'y a pas d'obstacle, personne ne peut faire d'obstacle à ces contrats. Ce que nous leur rédigeons, c'est ce que l'autorité, le chef du gouvernement, leur a dit en face. Mais qu'ils aient le courage, je demande
à ces gens-là, d'avoir le courage d'aller le dire aux travailleurs, de convoquer aussi une assemblée pour dire aux travailleurs, nous avons été reçus, voici ce qu'on nous a dit, ils ne le feront jamais. Je vous dis la vérité, ils ne le feront jamais parce que les travailleurs vont dire, parce que vous nous avez menti avant. Alors, M. Raphaël, pour chuter, est-ce que c'est possible d'appuyer les lances de l'ONATRA? Parce que nous sommes dans une phase que le gouvernement doit ajouter encore de fonds. C'est sur la créance de l'ONATRA, bien sûr. Par rapport aux échanges que vous avez eu la dernière fois, vous avez dit, dès le retour du chef de l'État, vous êtes sûr qu'on va rajouter encore une partie sur la créance de l'ONATRA de manière qu'on table d'autres activités qui vont aller pour la relance de l'ONATRA? Madame, nous avons des programmes d'urgence. Je vous assure, il y a des programmes d'urgence. Désormais, dans un avenir proche, quand vous voudriez aller à Maloko, vous ne prendrez plus la route pour être bloqué dans les embouteillages. Il y a des taxis fluviaux. Les travaux sont déjà opérationnels au Bitchingobina, vous pouvez aller le voir. On est en train de monter des passerelles et les taxis sont en train d'être commandés. Donc, la relance est effective. La relance est effective et nous serons, je crois, je suis convaincu que les gens, les travailleurs aujourd'hui sont en train de souffrir. C'est le douleur d'accouchement, le douleur d'enfantement. Donc après, quand viendra le temps de grâce, le temps où les gens vont dire, c'est vrai que ce que les leaders syndicaux nous disaient était vrai. Aujourd'hui, c'est difficile parce que quand quelqu'un a faim, vous pouvez tout ce que vous allez raconter, il n'acceptera pas ça. Lui, il a besoin d'avoir les salaires. Voilà pourquoi nous disons aux amis que de rester calme. Nous invitons les travailleurs au calme. Nous disons, dès les chefs de l'État, ainsi que la délégation du ministre de Finances, nous allons avoir nos 2 pays. Aussitôt, les 2 mois de paiement seront payés, liquidés, et en même temps, les deuxièmes acomptes de la créance de l'ONATRA sur l'État à hauteur d'une hauteur assez appréciable sera donnée à l'entreprise pour permettre à ce qu'on désintéresse encore une fois de plus les pensionnés et on paye des arriérés de salaire et aussi la relance de l'entreprise. Et il y a beaucoup d'espoir parce que c'est vrai, ce n'est pas de l'utopie, mais ce sont des réalités. Les faits sont là et quand le chef de l'État nous a dit il va aider l'entreprise, il va faire tout pour que cette entreprise. Madame, je vais vous rappeler qu'en 2011, à l'époque, le président actuel. Oui, dans 2011, le président actuel n'était pas président, il n'était même pas candidat. C'était son défunt papa, Etienne Tshisekedi. Au stade de Martyr, avec des amis, mon ami là que vous voyez, il était au stade, il dit nous avons appris qu'on est en train de vendre l'ONATRA. Il a dit je vous assure, si moi, dès que moi je suis président de la République, cette entreprise-là, celui qui a vendu ce modèle-là va perdre son argent, parce que je vais remettre l'entreprise entre les mains des nationaux. L'entreprise n'a pas été vendue. Et l'héritage, c'est l'héritage de l'actuel président de la République. On lui a dit, et chaque fois, moi je ne cesserai jamais de le dire, Papa Fati, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est les travailleurs d'entrée. Voilà pourquoi, compte tenu de cet engagement de son défunt papa, il a juré de relever l'ONATRA, de moderniser l'ONATRA, de faire l'ONATRA, etc. Il nous a dit une chose importante. Il a dit, nous sommes une génération sacrifiée à cause de mauvaises décisions prises par nos prédécesseurs. Mais lui ne posera jamais un acte allant dans le sens de sacrifier les générations futures. En 2 mots, que pouvez-vous dire d'une manière générale de ce qui engage l'ONATRA, de tout ce qui s'y passe à l'ONATRA? J'invite tout le monde à la cohésion, à l'unité, à cesser les attaques personnelles et individuelles qui ne servent à rien. La division à cette période ne porte pas de fruits. Mais au contraire, unis, nous serons très forts. Et unis dans le sens des intérêts des travailleurs. Pas dans les autres intérêts. Des intérêts des travailleurs et des intérêts de la société. Voilà les derniers mots que je peux dire. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je vous salue vous d'abord les gens de la presse d'avoir bien voulu nous accorder cette interview. Ce n'est pas... nous ne sommes pas venus faire un droit de réponse, mais nous sommes venus éclairer les lanternes et éclairer l'opinion sur les vrais enjeux de l'heure au sein de l'entreprise. Et nous saluons toutes les autorités de l'ONATRA,
en commençant par le conseil d'administration, la direction générale. Nous continuons avec ce partenariat pour que nous puissions relever les défis de l'avenir. Quant aux autorités du pays, au coup de chapeau à son excellence, monsieur le Président de la République, pour votre intérêt, votre souci de la relance de l'entreprise. Madame la Première ministre, nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Le décret portant institution du Fonds social est venu à point nommé pour relever un peu le passif social de l'entreprise. Quand on veut perdre Jean-Pierre Mbemba, ainsi qu'au ministre des Finances, le ministre des Finances, nous attendons de votre retour des taureaux, tandis qu'on veut perdre, ne vous le fatiguez pas. Vous êtes une autorité, vous êtes habitué à ce genre de problèmes, donc ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui en temps qui peut vous empêcher de travailler comme nous vous saluons. Nous saluons les amis, mes collègues. Je salue les collègues avec qui nous sommes ensemble. Je salue Théo Kafis. Oh, mon cousin. Hein? Ah oui, il est là. Je salue le camarade Claude Kundo, là où il se trouve. Je salue les camarades Eddie Claude. Je salue Rifet Tomba, même s'il est de loin, mais je le salue. Je salue toujours et surtout le président de l'intersyndicale, Arma Ossa Senko Imobad, l'homme de Toro, l'homme des carnets d'adresse. Il vous permet d'entrer dans tous les bureaux. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir. C'était là votre mission perceptive. Hein. Vous avez pu au moins dénicher, décortiquer l'essentiel sur les enjeux de l'art de tout ce qui concerne Onatra. Je pense que cet échange, soit cette entrevue, était très utile pour vous, de manière à vous informer sur tout ce qui concerne l'Office national du transport. Merci de votre attention.